Alors, bonjour, boa tarde, bonjour à nouveau. Nous reprenons donc notre quatrième session, pardon, le village à l'échelle du monde. Ce qui est encore merci d'être tous là. Nous avons pris un petit peu de retard pour une raison très jolie, grâce, c'est parce que votre œuvre a suscité un long débat pendant notre pause, à tel point qu'il y a beaucoup d'éléments dont on n'avait pas pensé qui sont revenus au cours de ce déjeuner. Ce qui nous laisse attendre et ce qui nous laisse penser aussi qu'il faut plusieurs rencontres. Et là aussi, il y a tout un groupe de chercheurs qui se demandent même pourquoi ne pas faire dans le futur un cycle de conférences autour de sujets dont nous avons évoqué ce matin. Alors, nous avons un petit changement de programme puisque Monsieur le ministre de l'enseignement supérieur, de la science et de la technologie du Portugal, Monsieur Son Excellence Manuel Heitor, nous fait le grand plaisir et le grand privilège d'être avec nous aujourd'hui. Monsieur le ministre suit depuis plusieurs années le travail de Graça Moraes et je ne vais pas m'attarder parce que je voulais vous féliciter de tout ce que vous avez fait dans le domaine de la reconnaissance de l'art et le lien entre l'art et l'université. Je pense que vous allez nous en parler un petit peu de ce beau projet. Et puis, il y a quelques jours, dans la presse, vous avez dit « Enfin, cela porte ses fruits ». Et je pense que pour nous qui sommes aujourd'hui réunis à l'Université de la Sorbonne Nouvelle, ça fait très plaisir de voir à quel point est-ce que nous pouvons être soutenus aussi par les politiciens dans la reconnaissance aussi de l'art et à quel point est-ce que l'art peut trouver sa place au sein de l'université et aussi de voir comment est-ce que l'art de Graça Moraes peut aussi continuer à être étudié par des doctorants, par des étudiants qui font leur master et surtout voir toutes ces personnes qui se réunissent pour penser non seulement le Portugal, mais pour penser le monde. Donc vraiment, un grand merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Idília, pour cette invitation. Mon français n'est pas très beau, je vais changer au portugais ou à l'anglais. Qu'est-ce que vous préférez? O português? Muito boa tarde a todos. Eu fico aqui embaraçado de ter a Graça nas minhas costas, mas não tenho as costas viradas porque é impossível virar as costas à Graça. E estou aqui, não vos quero interromper o trabalho, estou aqui sobretudo para reconhecer a obra universal da Graça Moraes e para apelar ao estudo dessa obra, não apenas como o reconhecimento, mas como irei tentar transmitir a mensagem que a Graça nos traz, porque a obra dela, quanto a mim, antecipa muitas das nossas ansiedades e, se formos a ver, muito daquilo que são as fragilidades hoje do nosso ser coletivo. E por isso podemos dizer que a arte não salva o mundo, mas certamente ajuda a um mundo melhor. E a obra da Graça é certamente uma parte desse processo. Eu começaria a dizer que faz exatamente este ano 50 anos que Linda Nochlin publicou um livro muito falado na altura, no princípio dos anos 70, em 1971, sobre porque é que não havia nenhumas grandes mulheres artistas. Why have there been no great women artists? Este é um livro que foi recentemente reeditado pela Thames Hudson e, de facto, nestes 50 anos o cenário mudou radicalmente e hoje temos, de facto, grandes artistas e a Graça Moraes argumentaria ou punha como hipótese que é certamente uma delas. Porquê e o que é que tentamos fazer nesta compreensão da obra e da grandeza da obra da Graça? Movimentámos em Portugal um movimento para a criação de um laboratório, o Laboratório Artes da Montanha Graça Moraes, para compreender a obra da Graça, e a minha primeira mensagem é vir aqui agradecer à Egídia, à Sorbonne e ao esforço que tem aqui sido feito para compreender, reconhecer e valorizar a obra da Graça e, se puder, gostaria muito, em nome do governo português, de dar todo o apoio a esta iniciativa, sobretudo também em colaboração com o laboratório
que fundámos na terra onde a Graça passou a sua infância, em Bragança, junto do Instituto Politécnico de Bragança, em articulação com o Centro de Arte Contemporânea Graça Moraes do município de Bragança. E fizemos-lo, sobretudo, com 3 razões que penso que são distintivas ou que distinguem certamente a grandeza e a natureza da obra da Graça. Certamente, a primeira é pela própria narrativa da obra, pelo caráter emocional dessa obra e, sobretudo, pela forma como a Graça, por um lado, interagiu com escritores, de uma forma que não se limitou a ilustrar livros, mas, sobretudo, a ser coautora, desde logo com José Saramago, no livro que muitos devem conhecer, O Ano de 1993, reeditado pelo José Saramago e com a Graça em 1987, e que, de facto, ele próprio, segundo a Graça, dizia que o livro era dos 2 autores, porque, de facto, a obra da Graça exprime aquilo que muitos escritores não conseguem exprimir por palavras, ou pelo menos é comparável a um diálogo entre os maiores, sobretudo naquilo que nos leva a exprimir às emoções, mas também, como já disse, a antecipar aquilo que é muitos dos nossos medos, dos nossos receios, mas também dos desafios para o futuro. Há outras obras da Graça, sobretudo com Sofia, que eram grandes amigas, mas também com o Nuno Judice, e em todas essas obras, de facto, o diálogo entre a obra gráfica da Graça e o pensamento dos escritores é algo que nos deve levar a refletir. Também, quando olhamos para a obra gráfica da Graça, eu não sou nem analista de arte, nem crítico, sou um mero apreciador, mas tento perceber desde as representações das mulheres de Cabo Verde, quando ela esteve em Cabo Verde a pintar a população, sobretudo na ilha do Mindelo. Ou a obra mais reconhecida e hoje mais falada, As Marias de Bragança, ou Os Pescadores de Sines, ou mais recentemente, as inquietudes que a Graça nos levou a perceber sobre os migrantes, mostram que cada obra destas reflete um sentido e antecipa uma mensagem que nos faz pensar e, mais do que pensar, deve-nos saber fazer agir. E por isso achamos e compreendi que a obra da Graça devia ser estudada com profundidade para melhor se perceber as mensagens, mas também a forma única com que ela articula a sua própria estética e o seu próprio estilo com uma mensagem que hoje é uma mensagem global. Não é uma mensagem nem de Trás-os-Montes, nem portuguesa, é uma mensagem global. Por outras palavras, também recentemente a Raquel Henriques da Silva, diretora do Museu do Surrealismo em Vila Franca de Xira, organizou uma exposição que está patente ainda sobre representações do povo, fazendo uma retrospectiva de vários artistas que ao longo do último século representaram o povo com características que nos fazem efetivamente perceber o que são as pessoas e a sua própria fragilidade, mas também ambição. E, de facto, a obra da Graça está mais uma vez representada, sobretudo através das Marias de Trás-os-Montes. Ainda neste aspecto da própria narrativa da obra, sobretudo hoje, ou nesta altura onde enfrentamos uma crise terrível, que há 2 anos ninguém poderia prever e hoje ainda não sabemos o que é que vai ser, e que sabemos pelo menos, que a ciência nos mostra que foi algo que começou nos animais e que passou dos animais para os seres humanos. Era interessante refletir sobre esta relação complexa entre a vida e a própria biologia humana com aquilo que se passa na virologia dos animais, com aquilo que a Graça traduz na sua obra sobre as metamorfoses. Por um lado, a fragilidade humana, muitas vezes representada na forma de gafanhotos, mas também esta relação articulada
ou desarticulada, mas particularmente interessante do ponto de vista estético, mas também narrativo, com que ela interpreta a relação entre os homens e os animais, algumas animais campestres, e estas metamorfoses, como muitas das últimas exposições têm refletido, são hoje cada vez mais a realidade que vivemos, e se queremos antecipar futuras pandemias, temos que perceber de facto as metamorfoses da humanidade, como tão bem foram representadas pela Graça. Mais uma vez digo que pode ser que a arte não salve o mundo, mas os artistas como a Graça Moraes levam-nos a antecipar os problemas que temos que estudar. E por isso montámos este laboratório, atraindo investigadores de todas as áreas para poderem estudar melhor a obra da Graça e aprofundar, através da sua estética, a mensagem que ela nos traz. A segunda razão por que levei a esta iniciativa é pela própria identidade da obra da Graça. Hoje compreendo, e para aqueles que se dedicam ao estudo da arte contemporânea, que deve ser particularmente complexo, difícil e um grande desafio para qualquer artista como a Graça manter a sua própria identidade, sobretudo uma identidade muito associada a um estilo figurativo, e que sabemos que a Graça conseguiu preservar ao longo da sua obra essa identidade, ou conseguindo atravessar e não sendo particularmente influenciada por umas ou outras tendências, nomeadamente de um crescente abstracionismo. E isto para um artista é um desafio, sabemos o que é nas mais variadas áreas. A Graça não é única, mas a sua obra é particularmente importante na linha, quanto a mim, de manter a sua identidade. Estamos a Paris e aqui perto, no Museu da Bolsa, na Novo Museu, na coleção Pinault, há outra artista, a Marlene Dumas, que eu diria que é comparável à obra da Graça. Marlene Dumas é pouco mais nova do que a Graça, nasceu em 1953, penso eu, na África do Sul, trabalha e vive em Amsterdã, e obviamente a sua obra reflete também em muito do que é as angústias nesse momento do apartheid. Ainda neste estilo, recentemente há uma retrospectiva no Museu Whitney de Nova York, da Jennifer Parker, muito mais recente, nascida em meados dos anos 80, e que retrata também com uma forma particularmente interessante do ponto de vista figurativo aquilo que é o ódio nas comunidades negras em Nova York. Trouxe aqui três mulheres, três grandes artistas, em idades diferentes, mas que penso que nos levaria a pensar sobre o reconhecimento internacional que a obra da Graça Moraes merece. E por isso também vim aqui também apelar à vossa vontade, ao vosso voluntarismo e à vossa atitude de aprofundar os estudos sobre a obra de Graça Moraes, dando-lhe maior relevo internacional e, sobretudo, se puder contribuir para uma colaboração entre os vossos grupos aqui na Sorbonne e o Laboratório de Artes da Montanha Graça Moraes em Portugal, para que possamos também que esta mensagem possa ser valorizada a nível internacional, que as obras da Graça possam ser expostas em grandes museus, como as das artistas que eu aqui referi, porque obviamente é particularmente interessante percebermos como a Graça, a par de outras artistas, entre aquelas que referiu, traduz de facto um desafio hoje para uma artista contemporânea. Por fim, a minha terceira e última razão é a forma como acreditamos que, através da obra da Graça, podemos passar a mensagem aos mais jovens que não há limites ao conhecimento e que a arte, efetivamente, pelo menos a arte da Graça Moraes, nos leva a aprofundar outras disciplinas. E por isso montámos também
este laboratório de artes da montanha Graça Moraes, juntamente com o Politécnico de Bragança, onde, por exemplo, obras da Graça, nomeadamente, e como exemplo onde eu assisti, algumas das suas Marias de Bragança são usadas nas aulas de gerontologia, na Escola de Saúde, para estudar o envelhecimento das mulheres. É curioso eu dizer isto, também sei que outros investigadores, também de Trás-os-Montes e de Bragança, sobretudo o Centro de Investigação de Montanha, olham para a obra da Graça para perceber não apenas a morfologia, mas a biologia de alguns frutos de Trás-os-Montes, desde as castanhas às cerejas ou à própria paisagem, mas o meu argumento é que a obra de uma grande artista como a Graça Moraes não tem limites à forma de ser olhada, pode e deve ser olhada por artistas, por aqueles que são críticos de arte, por aqueles que se dedicam à arte ou às ciências sociais e humanas, mas também podem ser usadas com outros olhares. E, no exemplo que eu referi, a obra da Graça tem sido efetivamente olhada com outros olhares, por exemplo, para professores de escolas de saúde darem aulas de gerontologia. Isto é muito bonito, penso eu, olhar para uma obra de uma grande artista para fazer chegar aos mais novos imagens, mas sobretudo também aprofundar o estudo sobre o corpo humano e sobre outras relações também ligadas às ciências da natureza. E, portanto, a obra da Graça é tão rica que nos levou a criar um laboratório para que diferentes investigadores, certamente das ciências sociais e humanas, da história de arte, mas também nas áreas da saúde ou nas áreas da investigação em montanha, usem a obra da Graça para tentar contribuir para um debate interdisciplinar, porque sabemos que, ao fim do dia, não há limites ao conhecimento e que, de facto, todos temos que aprender com grandes artistas. Por isso, eu agradeço, já falei demais do que queria, fico muito embaraçado de estar de costas virado para a Graça, mas é sempre com grande privilégio, tenho pena dela não estar aqui, de poder participar e de estimular a vossa interação com a Graça e também com todos os investigadores que em Portugal estudam a obra da Graça Moraes. Muito obrigado, Egídia. Nós é que agradecemos, porque de facto as belas palavras que acabou de pronunciar, no fundo, fazem eco àquilo que foi desenvolvido hoje de manhã, e não ouviu hoje de manhã quando nós referimos que o nosso centro de investigações, que se chama CREPAL, trabalha numa linha, e é nesse eixo que se insere esta jornada, que é Raconter la vie. Portanto, e precisamente falou desta... Eu não sabia desse projeto da Graça Moraes e de trabalhar com as pessoas mais velhas, mas uma das ideias também era mostrar até que ponto, e mais do que ninguém, o trabalho da Graça Moraes permite também falar de antropologia, de sociologia, de etnografia e estabelecer esta relação entre o passado e o presente também, e esta transmissão de gerações. Bom, eu não me vou alongar muito, eu penso que poderíamos abrir agora, talvez aproveitar que está cá, antes de passarmos às próximas comunicações, abrir um pequeno espaço de debate, certamente terão algumas perguntas. Se quiserem fazer uma outra pergunta, a Graça, penso que tem umas palavrinhas também para nos dizer. Graça. João Tompa. Graça, tem que ligar o microfone. Está? Está ligado? Ok. Muito obrigada mesmo. Graça. Eu quero, antes de mais, cumprimentar o Sr. Ministro e dizer que o gesto não tem costas, por isso não se preocupe. Não sei se percebeu. Agora, é realmente uma relativa surpresa a sua presença e estou muito grata por estar presente e por estar a dar tanta força a uma iniciativa da Sorbonne e sobretudo na figura da Egídia Souto. Da equipa, Graça, somos vários e convém salientar que somos vários a trabalhar neste projeto.
Eu sei que são vários, mas consigo, é a cara mais visível que eu tenho tido, e agradeço a todos, e eu realmente é um dia em que eu tenho muita pena de não estar aí fisicamente, mas na próxima vamos fazer outras iniciativas, espero eu, e hei de estar presente e com mais projetos. Ao Sr. Ministro Manuel Leitor, eu quero dizer, também nunca encontrei nenhum Ministro da Ciência que tivesse uma sensibilidade tão grande para a arte. E eu devo essa sua sensibilidade e a sua cultura e o seu interesse pela pintura, pela arte em geral, o olhar diferente que tem feito sobre a minha pintura. E eu acho que se não desse tanto apoio ao Instituto Politécnico de Bragança, se não houvesse um centro de arte contemporânea em Bragança, onde pudesse ver a minha obra, com certeza que nunca teria sido possível compreendê-la tão bem. E tudo o que diz sobre a minha pintura são dados novos, e eu peço desculpa porque de repente fiquei um bocado atrapalhada sem saber o que é que havia de dizer, porque disse coisas tão maravilhosas que eu acho que não sei se a pintura é assim tão importante para merecer tantas palavras de tanta qualidade. O que quero dizer é que eu toda a vida pintei uma dor coletiva, uma dor sobretudo através do corpo feminino, e tento sempre colocar naquilo que faço a maior verdade e o reflexo mais forte e mais sincero sobre o mundo que me cerca. Muitas vezes falhei, há muitas obras que eu acho que considero medíocres, aquelas que tenho a oportunidade de expor considero que são passos em frente, e com certeza que eu gostaria de continuar nesta ligação entre a ciência e a minha obra, e gostaria que o Laboratório das Artes da Montanha, que o Sr. Ministro inventou, criou e tanta força dá, fosse uma grande realidade e que se espalhasse por outras universidades e por outros centros. Se tiver força, enquanto acreditares. Porque o que é mais importante é nós acreditarmos em nós e acreditarmos na força que as pessoas de grande qualidade nos oferecem e que nos dão de uma forma tão generosa, tanto daquilo que têm dentro delas e do seu poder e ao mesmo tempo da sua bondade. Obrigada, Graça. Mais uma vez, obrigado, Sr. Ministro. Insistiu também num ponto fundamental, no caráter universal da obra de Graça Moraes. Está convidado para passar o resto da tarde connosco. Vou dar agora a palavra ao meu colega Leonardo Tones, que vai apresentar esta mesa, a próxima mesa. Janete, Cristina. Christina. Et vous savez ce que je dis, en fait, je vous propose, comme vous êtes là, est-ce qu'on parle de vous mettre de nouveau là? Oui, bien sûr, tout à fait. Donc c'est Jeannette et Christine, c'est ça? Non, c'est Jeannette, pardon. C'est toi. Voilà, c'est Jeannette et Christine. Alors, on vous demande juste 2 secondes pour ouvrir un dossier qu'il ne veut pas ouvrir avec cet ordinateur. Bon. Asseyez-vous. Je me mets dans un petit coin comme ça, je vais partir plus rapidement. Oui, il faut juste qu'elle ouvre encore. D'accord, très bien. Oui. Je ne peux pas. La clé USB ne marche pas. Ça marche, c'est juste que c'est la revue qui bloque. Je veux pas que ce soit Christine à l'avoir comme ça. Je ne peux pas ouvrir son dossier.
pas reconnaître la clé USB. Moi, je vais l'envoyer, on peut avoir. Oui, mais Je l'ouvre. Juste un instant. tu l'as? Je me l'ai envoyé sur. Ça va bien. Graça, como é que se sente? Eu acho que sim. O que é que eu posso pedir mais? Vocês estão a mimar-me tanto, estou a ouvir coisas tão maravilhosas, que não sei se são sobre a minha pintura ou se são sobre uma artista que eu ainda vou conhecer daqui a uns tempos. On peut y aller. Donc, pour tout d'abord, bonjour à toutes et bonjour à tous. Pour donc cette table de l'après-midi, nous reprenons en fait les travaux. Je suis simplement ici en catégorie on va dire de modérateur pour présenter les intervenantes. Donc, on va commencer par Jeannette Zingenberg. Berger, donc je l'ai dit à la française, qui va justement parler quelque chose peut-être de central dans l'œuvre de Graça Moraes, ce rapport à la métamorphose. Simplement rappelons très brièvement son parcours de Jeannette Zingenberg, qui est membre de l'AICA, historienne de l'art et commissaire de l'exposition internationale. Elle enseigne à Paris 1, Paris Panthéon-Sorbonne, spécialiste de l'étude des anamorphoses, des images en transformation et des images doubles dans l'histoire de l'art. Il a participé à de nombreuses expositions internationales, notamment une image peut en cacher une autre, Archimboldo, Salvador Dali, Marcus Hertz en 2009, Tous cannibales à la Maison Rouge, à la Fondation Antoine de Galbert, et depuis l'an 2000, conçoit des expositions avec des artistes contemporains et collabore aussi avec la presse. Je présente la deuxième collègue ou je présenterai après? Après, d'accord. Donc je vous laisse la parole. Peut-être qu'il faut parler au microphone. Oui, mais comme ça, où mettez-vous là, comme ça vous voyez les images. Ma chère Égida Soto, je te remercie beaucoup de cette invitation, ainsi que Graça Moraes, qui m'a fait de nouveau travailler et approfondir son œuvre qui me passionne. Mon analyse, est-ce que tout le monde est là? C'est bon? J'enlève le masque parce que je suis bien loin de vous, donc ça ne pose pas. Mon analyse des œuvres de Graça Moraes interroge l'entrecroisement des règnes, l'humain, l'animal et l'environnement, la terre. Le portrait d'une chèvre et d'une femme parle de la coexistence de tous les êtres à Aveiro, le village natal qui a forgé l'imaginaire de Graça Moraes, dont tu as parlé ce matin. Son titre, Les Sibylles, intitule la dimension visionnaire de l'œuvre de Graça. Ici, vous avez une autre. En fait, cette femme chèvre, sera un peu les cornes seront un peu mon fil conducteur dans toute l'œuvre de Graça. Qu'est-ce que c'est ces cornes? Qu'est-ce que c'est cet homme, ce côté bélier, chèvre dans son œuvre? Qu'est-ce que ça révèle? Dans l'œuvre intitulée Le Sacrifice de 2001, Graça rend hommage à sa mère Alda, qui tenait une ferme, une maison à porte ouverte. Elle la montre en train de dépouiller une poule. Son corps semble fusionner avec une chèvre. Ce geste souligne l'interdépendance de l'humain avec son milieu. Face à elle se dresse une femme qui danse et joue un tambour de basque. Un homme les observe. Ici, Graça part d'une scène de sa vie quotidienne. Une femme transforme le vivant en nourriture terrestre, selon la loi que chaque être mange celui qui la précède. Toutefois, la densité de sa composition rend la scène énigmatique entre réalité et rêve.
Son processus créatif se traduit d'une part par des associations visuelles des idées et des références aux peintures anciennes, mais aussi des actualités du monde entier. Son père, qui fut chasseur, comme tous les hommes du village, un jour lui a offert une pédrix. Encore aujourd'hui, un frère chasseur continue ce geste en lui apportant son plus beau trophée afin qu'elle l'immortalise par sa peinture. Dans un dessin, la pédrix, avec son bec noir, se redresse et s'élance. Ses ailes s'apparentent à une cape. Sa position debout fait d'elle un homme-oiseau. Grassa me confirme que pour elle, les femmes sont des oiseaux, tandis que les hommes des animaux. Dans son journal, Grassa décrit la pédrix comme un alter ego, le féminin dans sa duplicité de luxure et de mort. Elle symbolise également la proie, la capture, l'enfermement dont beaucoup de femmes sont victimes. Une autre série que vous voyez ici, intitulée « La chasse », montre les différents stades de décomposition d'une pédrix. Elle ressemble autant à une momie qu'une parcelle de terre. Cette nature silencieuse rappelle le livre du Goélé. Une génération s'en va, une autre génération lui succède. À la terre subsiste, et la terre subsiste perpétuellement. Tout est vanité et pâture de vent. Dans ce monde archaïque de Grassa, l'humain est inclus dans la nature. Dans une vision panthéiste et animiste, la terre est ici un lieu de passage, où tout s'entremêle et devient la même chair, une nature commune. Dans une autre peinture, un lièvre est étendu au sol. Sur son corps se déploie en superposition une rangée des arbres au bord d'une rivière enflammée du soleil couchant, auxquels répondent les tons vert, bleu, rouge, violet profond de son poil. Cette continuité entre l'extérieur et l'intérieur parle de l'interdépendance de tout le vivant. Grassa transcende la mort de la lapine en un rêve du paysage cosmique. Dans ce cycle de l'éternel retour, son oreille tend vers le ciel. Les protagonistes de la série de dessins à la sépia à l'encre de Chine, Métamorphose de 2000, sont des sauterelles. Celles-ci se tiennent debout, telles des humains. L'aspect diaphane renvoie à la fluidité de l'air, tandis que leur carapace, telle une armure, ont fait des guerriers. Une tient une serpe, ses ailes forment une carapace, une cape, ses ailes forment une cape. Deux autres insectes vêtus des capes d'une blancheur lumineuse nous tendent le dos. Leurs regards sont tournés vers l'intérieur de la page. Un criquet se tient à la moissonneur avec une épine blée. Tous sont masqués. Je cite Claude Lévi-Strauss. Un masque n'est pas d'abord ce qu'il représente, mais ce qu'il transforme, c'est-à-dire ce qu'il choisit de ne pas représenter. C'est toute la question que j'interroge ici à travers la corne, les cornes, cette omniprésence des cornes, des êtres cornés dans l'œuvre de Grassa. Mais d'abord, revenons à la dimension anthropomorphe qui les anime d'une vie subtile et convoque une richesse des associations d'un devenir homme-insecte ici. Ces femmes sauterelles, d'une forme élégante et fragile, symbolisent autant la fertilité en Asie que la dévastation en Afrique. En fait, je cherche, oui. Trás-os-Montes est connu pour son carnaval de rites initiatiques de garçons. Cette magie de métamorphose caractérise toute son œuvre. L'art devient ici un acte chamanique qui réunit ici des chasseresses qui se parent des attributs. Je reviens. L'art devient ici un acte chamanique qui réunit des chasseresses qui se parent des attributs des animaux afin de se revêtir de leur force. L'artiste convoque ainsi un échange des esprits afin d'exorciser leur peur. Maria, une femme léopard, jaillit de la toile. Sa silhouette transmute en une autre forme animale. Sa puissante tête se transforme en un museau qui lui-même est avalé par un autre félin, l'un
incorpore l'autre. Une main tend vers l'épi. Les mamelles de la fertilité ont la même blancheur que le visage féminin. Sa bouche, sa poitrine, ainsi que ses pattes intérieures sont ensanglantées. Les taches du pelage évoquent des incisions, les flèches des dessins rupestres. L'énergie des traits exprime une force archaïque. L'enchevêtrement des corps composites et hybrides rappelle les figures des grottes préhistoriques de Trás-os-Montes, mais aussi Guernica de Picasso, ce qu'on a vu ce matin. La peinture d'Elmina est également empreinte d'un échange organique d'animalité primitif. Sa tête fusionne avec un chaval. Dans un axe de fuite, ils traversent la toile. Leurs muscles tendus expriment une course effrénée. Le visage est rehaussé de gouache blanche. Une main plonge dans un seau rempli de sang de porc qui fait écho avec l'impact de balles sur la croupe et les gouttes de sang qui dégoulinent d'un animal à l'arrière-plan. Grassa relie tous les êtres vivants dans le même souci de survie. Un monstre à tête humaine avec des cornes et agenouillé. Il tient dans ses bras deux corps couchés. L'espace rouge-violet autour de lui évoque un univers ensanglanté. Dante et Virgile, habillés tout en noir, coiffés des cornes, sont entourés des corps emmaillotés en linceul. Les crayons rouges contournent ces corps en suspension, peints dans des tons blancs, jaunes et ocre. Leur aspect diaphane contraste avec la densité terrestre des deux silhouettes noires qui projettent leurs ombres sur un corps étendu au sol, comme en une réflexion. Chez Grassa, le descente dans les royaumes des ombres est aujourd'hui le sas de la peur des réfugiés. Dans un autre tableau, deux personnes s'appuient l'un sur l'autre. À l'horizon, un cortège d'humains, à leur côté un chien, qui seul dégage une lumière. Un chien enrôlé dont le pelage doré donne une lueur à cette scène du désarroi. Bien que son œuvre soit figurative, l'œuvre de Grassa ne s'inscrit pas dans une narration, mais dans des présences. Ses protagonistes sont des archétypes d'autant et d'aujourd'hui. Au sens aristotélicien, elle convertit les passions et les souffrances en peinture, que les couleurs libèrent et délivrent au sens d'une catharsis. La peinture devient alors une pratique rituelle qui permet au spectateur d'exorciser ses peurs. Les polarités de l'obscur se changent alors en lumière par les désirs de son regard que l'œuvre nous communique. Le rouge qui évoque le sang, de la violence, mais aussi l'aube, la promesse d'un nouveau soleil. Une femme disparaît dans l'eau. Disparaît-elle ou émerge-t-elle? Cet entre-deux me semble caractéristique de l'œuvre. Pour moi, c'est une métaphore de cette force de transformer son destin dont Grassa est l'image même, ce miracle de métamorphose. Ces peintures interrogent inlassablement les tragédies humaines et les chaos de notre monde, comme cette peinture intitulée Cap-Vert. Plusieurs animaux exotiques, un éléphant, un tigre, un âne, forment un corps composite. Grassa me dit qu'il s'agit d'une figure de carnaval. Le paysage merveilleux, aux couleurs rouge, vert, contraste avec les reliques du passé colonial, des ossements, des squelettes, une oreille et des dents immenses. Gisant sur le sol, elle parle des souffrances des esclaves, me dit Grassa. Cette œuvre de 2017 s'intitule La prière. Devant un ciel de crépuscule surgit un ange en suspension. Ses tresses forment une croix ou une charrure. À ses côtés, des êtres animaux, une femme chèvre ou un homme bélier. À l'avant-plan se tient une sombre assemblée des sorcières qui contraste avec la végétation luxuriante. Cet entre-deux, entre la promesse de l'aube et les visages renfermés sur leur souffrance, est au cœur de l'œuvre de Grassa. Cette ambiguïté, comme ici, comme une sorte de balance,
fait justement la tension, crée la tension de l'œuvre, soit l'un, soit l'autre. Une autre, au centre du tableau, une femme à la tête du bélier tient un enfant mort. Les figures disparates parlent de l'exil, de la fuite, de l'errance et de l'exclusion. Les protagonistes, pour résumer, les protagonistes chez Graffa sont souvent coiffés d'une corne. La femme bélier font écho au dernier ouvrage de Jacques Derrida, L'animal que dont je suis, qu'il a commencé à écrire en 1997. L'animal que dont je suis, c'est en 2006. Dans ce livre, il se débarrasse de la vision dualiste traditionnelle qui oppose l'homme et l'animal. N'est-ce pas l'enjeu de Grassa depuis son enfance? La parenté des règnes, se penser vu par l'animal et l'essence de la venue de l'humanité, qui est au cœur de l'œuvre de Grassa. Mais il y a une autre question. Le bélier, le taureau, la corne renvoient à une structure sacrificielle liée à des structures archaïques. Vous savez, le bélier sacrifié par Abraham et la scène sacrificielle par excellence. Ou enfin les béliers eschatologiques, ainsi nommés par celui qui porte ou portera l'autre. Alors, ça me semble essentiel, parce que ce matin, j'ai entendu encore un livre qui sort sur le vivant, la parenté des règnes et tout ça. Tandis que l'œuvre de Grassa s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus profond, qui connaît la vie et la survie paysanne, et dont justement la question qui mange qui survit à l'autre est au cœur de son œuvre. Donc la question du sacrifice, des métamorphoses, ces métamorphoses pour moi s'inscrivent dans cet axe-là. Et c'est grâce à ici cette conférence que j'ai pu, dans ma propre recherche, aboutir à cette question-là. Le visage muet que vous voyez ici échappe aux classifications du genre et au temps, comme toute l'œuvre de Grassa. Peint dans des tons gris, bleus et roses, ce profil appartient à l'humanité. Ce visage d'ombre sointe, comme les parois d'une grotte, et à la place de l'oreille se trouve une vacuité, un espace lumineux. Au-dessus d'une touche bleue, un éclairci. Une paire d'oreilles, tu as creusé en moi. C'est le psaume 40. C'est Grassa qui a fait ça en moi. Merci. Donc, avant de passer à la présentation, Christina, donc, je me permets de vous présenter. Donc, vous êtes docteur en histoire de l'art, ATR à l'université de la Sorbonne Nouvelle, conférencière au Centre Georges Pompidou, et vous avez enseigné donc l'histoire de l'art à l'université de Paris-Est, à l'université de Picardie, Jules Verne, et vous avez publié entre autres la première œuvre comme fondement d'une mythologie individuelle dans l'art des années 1960-70, et Devenir territoire, le corps géographiquement marqué, enracinement, pétrification et dissolution, voilà, qui est paru donc dans une série de publications sur l'art contemporain. Donc je vous laisse la parole et après on va revenir sur peut-être pour un débat. Oui, bonjour. Déjà merci Egidia, je suis très touchée que tu m'as invitée. Et en fait j'avais choisi aussi l'animal ou le devenir animal ou la femme animale dans l'œuvre de Grassa Moraes, mais pour qu'il n'y ait pas trop de similarités, je l'aborde un peu différemment, c'est-à-dire que je vais un petit peu moins parler de Grassa Moraes, mais aussi d'autres artistes. Donc je vais la mettre un peu en parallèle avec d'autres artistes, puisque je travaille au musée, j'ai vu beaucoup d'expositions, et j'avais envie de la mettre un peu, de la sortir un peu du contexte portugais. Alors, au début, peut-être, parfois, j'ai quelques images qui sont similaires, mais je vais essayer de passer un peu vite. Donc, j'ai un peu du mal avec les lunettes et le... Ouais. Ouais, peut-être c'est... Mais je ne suis pas vaccinée, en fait. C'est dans l'espace, hein? OK. Alors, la femme animale dans l'œuvre de Grassa Moraes ou l'identification de l'artiste à l'animal. Donc, je me suis vraiment concentrée sur ça.
Donc la femme animale traverse l'œuvre de Graça Moraes comme un fil rouge depuis les années 80. Être en devenir, gracieuse et vigoureuse à la fois, à mi-chemin entre l'humain et l'animal, frôlant parfois l'araignée végétale ou surnaturelle, elle semble être dotée d'un pouvoir salvateur. Elle s'inscrit entre passé et avenir, son lien intrinsèque à la terre fait d'elle une garante de la mémoire, de son pouvoir d'enfantement. Son pouvoir d'enfantement la rattache à l'avenir, lui conférant un don prémonitoire. En l'unissant avec l'animal, l'artiste la dote d'une force particulière pour affronter toutes les crises passées et à venir. Dans plusieurs autoportraits, Graça Moraes s'identifie à elle-même aux animaux de sa région Trás-os-Montes, affirmant ainsi ses liens avec sa terre natale. À travers ses projections aux aspects chamaniques, la chèvre, la sauterelle et la perdrix apparaissent comme les animaux totems de l'artiste, l'assistant sur les champs de bataille des crises de l'humanité. Cette femme animale puise non seulement ses racines dans ce contexte individuel portugais, mais également dans le primitivisme dur du surréalisme et son intérêt pour l'anthropologie structuraliste de Lévi-Strauss, une tendance revivifiée et actualisée au cours des années 60 par des artistes isolés qui prônent un retour à la nature. Donc il y a dans le monde, c'était un petit peu le sujet de ma thèse, il y a des artistes isolés dans différents pays, en Pologne, en France, en Grande-Bretagne. Donc il y a Giuseppe Non, il y a Richard Long, il y a Anna Mendieta, il y a Francesca Woodman, il y a Hamish Fulton, qui ont toujours affirmé leur lien à la terre natale. Donc pour Penon, c'était Garessio, et donc ce rapport à la nature. Et c'était à l'époque des années 60, 80. Donc ce besoin de réenracinement. Donc j'ai essayé de créer un petit peu un lien avec ça. Donc là, j'ai la même image, mais elle m'a beaucoup touchée, cette image. Donc, sur un destin au pastel de 2012, issu de la série Les Ombres de la peur, qui nous met face aux catastrophes du Christ contemporain, une silhouette féminine au visage ovale semble surgir tel un spectre des eaux profondes d'un lac ou d'une mer. Sa tête est couronnée de bois de chèvre. La blancheur pastel teintée de rosé jaune se détache d'un paysage dans les tons sombres aux éclats multicolores. Le cerne rouge vif fait ressortir sa tête et son regard troublant et troublé. Cette femme nous regarde surtout avec son œil gauche, noir, mais malgré cette noirceur, le regard semble tendre, préoccupé. Son œil droit, au regard lavé, effacé et énervé de sang comme infecté. Il est clair, et son regard semble aussi ailleurs. Ses visages longilignes aux yeux distincts n'est pas sans rappeler le regard des silhouettes fines de Modigliani, dont un œil blanchi comme aveuglé signifiait le regard porté vers l'intérieur. Donc, coiffée des bois de chèvre, cette femme hybride, mi-animal, mi-humain, engloutie jusqu'à la taille dans cette mare obscure, suscite une sensation d'inquiétante étrangeté. La tache rouge sang sur son vêtement blanc au niveau de son cœur se reflète sur les silhouettes qui occupent l'arrière-plan, mettant en lien le local et le monde du dehors, et l'autoportrait en chèvre de Graça Moraes rassemble plusieurs éléments qui marquent son œuvre, l'inquiétude quant aux crises humaines et le rattachement à sa terre et ses traditions signifiées par la foule de personnages sombres à l'arrière-plan, l'immersion dans le paysage et son devenir chèvre, animal traditionnel de sa région de Trás-os-Montes. Avec cet autoportrait, Graça Moraes s'inscrit dans l'histoire de l'art du XXe siècle parmi tous les grands artistes qui se sont identifiés à l'animal pour affirmer leur lien avec la nature et aussi pour réhumaniser l'homme. Donc, immersion dans ce paysage aux accents primordiaux, probablement celui de Trás-os-Montes, affirmant ainsi ses liens intimes avec sa région natale au nord du Portugal, elle porte à la fois un regard vers l'intérieur, l'imaginaire artistique, l'intime, et un regard préoccupé vers le monde. Donc, couronnée de bois, elle apparaît comme une chamane, une guérisseuse, donc guérir par l'art. Alors, donc, j'espère que ce ne sera pas trop long. Je vais enlever. Donc, Jeannette, elle a déjà parlé des animaux alter ego de Graça Moraes. Donc, je vais comparer ça à d'autres artistes. Donc, l'animal comme alter ego entre fragilité et puissance visionnaire, de rencontrer parmi les créatures hybrides qui apparaissent dans les œuvres de Graça Moraes plusieurs animaux associés à la femme, les perdrix, la sauterelle et la chèvre. Si dans les tableaux
poético-politique, hommes et femmes deviennent animal. La fusion femme-animal prédomine dans son travail puisqu'il s'agit d'un univers autoréférentiel. Cependant, comme l'affirme Elena de Freitas, ce n'est pas au sens d'une visée féministe que l'artiste consacre une attention particulière à la condition féminine, mais son intérêt pour le féminin est plutôt le fruit de son intériorisation d'un monde local et personnel et du besoin de l'élargir. Je cite aussi avec ça Elena de Freitas. Donc, et la sauterelle, que vous pouvez voir, dans ce contexte particulier et personnel, les sauterelles évoqueraient les villages de Trás-os-Montes, qui est l'immigration des hommes abandonnés aux femmes et un pouvoir féminin collectif fait de fragilité de force matérialisée par les ailes de l'insecte. Donc ça, c'est très joliment décrit par Elena de Freitas. Donc cette ambiguïté se reflète aussi dans le travail des femmes pour le bien commun, qui récoltent, qui sèment, qui sont munis de la pelle et de la faux, donc des outils qui sont aussi des instruments avec lesquels on peut donner la mort. Donc cette sauterelle représente la complexité de l'univers féminin dans cette région, donc où les femmes sont un petit peu prisonniers du cocon familial, mais comme grâce à elles sont prêtes à se libérer, donc il y a toujours cette ambiguïté. Donc Freitas, elle dit qu'elle se sert Jeannette l'a montré aussi tout à l'heure, de la représentation animaliste depuis les années 82, et quelqu'un d'autre l'a dit aussi tout à l'heure déjà. À cette époque, elle s'est inspirée de Picasso, de Guernica. Donc toutes ces réalisations ont en commun le principe de la transparence et la révélation des formes, les sources primordiales du paysage humain de l'artiste, et dans ce paysage, les signes de la force dramatique du féminin au moyen de la convocation de l'animal. C'est à peu près ce que dit Freitas. Donc Moraes aussi elle-même, elle lit son assimilation de la femme à la sauterelle à une expérience vécue. Donc une sauterelle aurait fait éruption dans son atelier, et elle aurait ressenti une sorte d'empathie en contemplant cet insecte d'une beauté fragile. Donc voilà, je suis un peu plus loin. Donc l'artiste, son alter ego, l'identification. Et donc j'avais envie de convoquer Dali. Donc Dali, l'Espagne, c'est aussi une mythologie individuelle. Donc les sauterelles sont aussi très présents et envahissent les terres en Espagne comme au Portugal. Et donc Salvador Dali était effrayé par ces animaux. Donc elle a fasciné Salvador Dali. Il se projette dans Salvador Dali, là, moi-même, à 10 ans, quand j'étais enfant sauterelle, complexe de castration. Il y a un autre dessin préparatoire, enfant sauterelle. Et donc elle réapparaît dans Le Grand Masturbateur, où elle apparaissait déjà dans Le Grand Masturbateur en 29. Donc il s'identifie à cet insecte sauteur comme s'il était possédé par lui. Donc peut-être c'est une mère trop dominante ou quelque chose comme ça. Il libère et après il se montre donc libéré de cet insecte par son union avec Gala. Donc elle apparaît encore sur le tableau, le Grand Masturbateur. Elle apparaît sur la bouche, mais elle est gangrénée par les fourmis. Donc elle va disparaître, elle va mourir bientôt, et Dali sera libérée. Donc voilà, c'est un insecte qui est fréquent dans ces régions, au Portugal et en Espagne. En tant qu'animal d'identification enraciné dans son paysage natal, la sauterelle fait partie de la mythologie personnelle de Dali, au même titre qu'elle participe à l'univers personnel de Graça Moraes. Donc là, il y a quelques artistes que vous connaissez certes. Donc l'artiste, le dadaïste surréaliste Max Ernst, il s'était créé un alter ego, c'était Lop Lop. Chez Max Chagall, la chèvre aussi revient sans cesse, liée au folklore de son village, un petit village en Russie, et toujours aussi assimilée à son visage, plus ou moins, voilà, il s'identifie à la chèvre aussi. Et Picasso, voilà, on sait, c'est le Minotaure qui s'est choisi comme alter ego. Donc la femme animale apparaît aussi dans l'œuvre de Graça Moraes en tant qu'oiseau, en particulier dans son diario comme Perdis. Donc elle avait déjà évoqué ça aussi, Jeannette et d'autres personnes. Donc l'oiseau y apparaît en agonisant.
voilà, donc vous avez vu déjà quelques images tout à l'heure. Donc le texte est associé à l'image, voilà, et à la chasse, cette idée de chasse. Donc l'artiste se projette aussi elle-même dans ce petit oiseau entre vie et mort, faisant, selon Freitas aussi, de ce journal la matérialisation d'un esprit de fusion entre l'auteur et son animal mythique. Donc elle dit « Ma perdrix est bientôt défaite ». Donc elle se projette dans cet oiseau qui est à la fois symbole de la beauté et de la grâce féminine, mais c'est aussi un animal traqué, renvoyant au féminin dans sa duplicité, de luxure et de mort aussi, selon Freitas, et donc aussi une réflexion sur la hiérarchie des genres liée à la chasse dans sa région. Et donc ça m'a fait penser à Frida Kahlo au Mexique, qui, pareil, comme Graça Moraes, donc très enracinée dans sa terre. Quand elle part parfois aux États-Unis, elle n'est pas heureuse, donc elle est très enracinée dans le folklore, dans sa terre, dans les traditions du Mexique. Et voilà, elle a aussi son animal fétiche, son alter ego, et qui existe aussi, c'est aussi son animal de compagnie. Donc dans cette peinture de 1946, elle s'identifie à un cerf blessé. Donc c'est aussi un animal traqué pour le trophée, symbole du Christ aussi, donc de la souffrance. Et Frida, elle souffrait parce qu'elle avait un accident dans un bus, et aussi elle avait une poliomyélite depuis son enfance. Donc elle s'identifie ici à quelqu'un en souffrance, à une proie. Et donc aussi pour nous dire que le destin s'acharne sur elle. Elle fixe aussi le spectateur comme le prendre comme si elle voulait le prendre comme témoin ou pour susciter la compassion. Donc ça aussi, on a souvent quand vous allez voir, donc quand Graça s'identifie à un animal, et après il y a ce regard aussi de l'animal quand il a ses cornes sur la tête. Donc ce modèle de cerf, ça existe, c'est son animal de compagnie. Vous voyez sur la photographie, il s'appelle Granizo. Elle s'entourait d'animaux, comme aussi Graça Moraes. Ensuite, au XXe siècle, comme je montrais tout à l'heure, donc il y a pas mal d'artistes qui ont créé un alter ego. Donc Picasso s'identifie au Minotaure, Max Ernst à Lop Lop. Donc Lop Lop, c'était son alter ego métaphysique, doté de qualités surnaturelles. Donc Lop Lop est le roi des oiseaux, donc un intrus entre le royaume de l'inconscient et de l'esprit éveillé. Donc il incarne l'esprit de Max Ernst en tant qu'artiste. Et après, il y a une petite histoire, mais qui est peut-être pas très importante pour parler de Graça Moraes. En tout cas, il y a d'autres artistes qui sont créés des alter ego, et ces alter ego, c'est Oiseau Lop Lop ou les Minotaures, ou pour moi, c'est chez Graça Moraes, Jeannette, elle a parlé aussi des cornes. Pour moi, c'est un peu la chèvre ou les cornes sur la tête de Graça Moraes qui nous conduisent à travers l'œuvre, qui sont récurrents dans l'œuvre de Graça Moraes. Donc il y a aussi chez les femmes surréalistes cette identification à l'animal, elle est beaucoup plus présente encore, donc notamment chez Leonora Carrington, qui était peintre britannique et compagne de Max Ernst. Et elle fait, dans ses œuvres, elle fait partout émerger des corps hybrides, étranges, inquiétantes. Donc, la plupart du temps, des créatures féminines unissant en elles l'univers humain, animal, végétal, ce que prône aussi Graça Moraes. Par exemple, ici, je peux peut-être montrer peut-être déjà ça. Et donc là, le titre « Je voulais être un oiseau », aussi identification à l'oiseau, à l'œuf.
Et donc, and then we saw the daughter of the Minotaur, donc Minotaure au féminin. Et donc là, ce paysage avec des hyènes, des sphinx, de toutes sortes d'animaux hybrides. Et elle dit, je pense que les animaux ont tout peut-être un peu plus que nous, mais je crois que les êtres humains sont des animaux. Nous sommes dans la même situation que les animaux. Les animaux ont parfois certaines facultés que nous n'avons pas normalement, comme une sorte de télépathie. Donc je pense que ces idées sont un peu similaires de Graça Moraes. Peut-être je ne peux pas tout commenter. Donc oui, peut-être, parce que ça je trouvais intéressant, chez la fille du Minotaure, là, on voit des boules de verre sur la table, donc on a l'impression que cet être hybride entre animal et homme, féminin, est doté d'une puissance visionnaire dans cette peinture. Et donc là, Carrington, elle s'identifiait à toutes sortes d'animaux, mais surtout au cheval. C'est son alter ego. Donc elle a ce désir de ramener tous les règnes humains, végétal et animal au même niveau. Donc le cheval devient son alter ego, ce qui montre ce célèbre autoportrait dans l'auberge du cheval d'Aube, qui l'associe à cet animal effarouché et sauvage, donc toujours ambigu, mais aussi vigoureux et impressionnant par sa taille et sa musculature. Donc sa chevelure décoiffée, cette crinière abondante souligne sa parenté avec le cheval galopant dans un paysage verdoyant. Donc toujours le paysage à l'extérieur, la liberté, la nature. Et donc elle est liée aussi à cette nature par sa tenue vestimentaire dans les couleurs verdoyants, vert et marron, les mêmes couleurs qu'on trouve à l'extérieur. Donc elle est liée à la nature, elle est liée au monde des animaux. Donc c'est aussi une peinture de métamorphose. Elle devient cheval. Vous avez aussi le cheval sur le mur. Donc depuis l'identification de Nadia, l'héroïne du roman de Breton du même titre en 1929, donc elle s'identifie à l'héroïne de légendaire Mélusine. Les êtres hybrides qui lient l'animal et l'homme traversent toute l'imagerie surréaliste. Donc la différence dans les traitements de ces êtres hybrides était que les femmes artistes s'identifiaient réellement avec ce symbolisme animalier. Donc les animaux choisis comme qu'à partie de leur être représentaient, symbolisaient aussi toujours une partie de leur être intérieur, leur désir et inquiétude. Donc on peut dire qu'en quelque sorte que par son identification à l'animal, Graça Moraes poursuit un petit peu cette tradition féminine du surréalisme. Vous avez aussi Leonor Fini et d'autres artistes. Dans l'imagerie de Leonora Carrington, comme aussi chez Graça Moraes, l'animal est toujours associé à la nature, à son état sauvage, ce qui veut dire que le devenir animal est aussi un devenir paysage. Donc une union, un mariage avec la terre, avec la nature. Donc, je crois que j'ai fait beaucoup trop d'autres tableaux. Donc, ça, c'est un peu ce que dit Graça Moraes par rapport aux crises de notre temps, donc la migration, les gens en souffrance qui sont en fuite partout. Et donc, elle admire ces gens-là et aussi, elle dit paintings in which men and women transmute into animals that become heroically strong. Donc, il y a aussi des anges, donc des animaux et des anges qui assistent, on a vu c'est déjà cette peinture tout à l'heure, qui assistent les hommes ou les êtres hybrides sur les champs de bataille ou sur les terres des crises actuelles. Donc, moi, je pense que donc la femme chèvre, donc j'ai intitulé cette partie, la femme chèvre face au conflit contemporain, victime, sauveteur et donneuse d'alerte. Donc ça me rappelait un peu les grandes peintures des expressionnistes allemands, Otto Dix, Max Beckmann, peintre d'histoire, où l'artiste, les autoportraits en fait, où l'artiste se montre comme le côté chamanique. Voilà. Donc ça, en fait, l'artiste qui alerte, ou Otto Dix, donc entre les deux guerres, on a derrière le rideau rouge, on a déjà donc le cataclysme, et voilà, donc par la peinture, il cherche à alerter, Georges Grosz aussi, également, et très tôt, souvent très tôt,
Ou là, en 1944, George Grosz, der Führer auf einem Berg voller Skeletten. Donc voilà, ces scènes et ces artistes qui ont peint la guerre, donc qui ont mis en image les grandes catastrophes de l'humanité, ont aussi alerté les hommes sans cesse, et encore à temps en quelque sorte. Et donc, on a aussi les oiseaux, en fait, dans ces univers, tout particulièrement chez Max Beckmann, die Hölle der Vögel. Donc ici, les vögel, les oiseaux, sont des rapaces, sont des tortionnaires nazis, des femmes aussi. Donc, ce n'est pas les gentils oiseaux féminins, mais voilà, ils sont présents, donc des êtres, espace saturé de couleurs, c'est très agressif. Et il y a aussi les oiseaux, voilà, l'homme-oiseau tortionnaire qui est présent. Et donc je trouvais, alors, donc cette femme, elle a une espèce cette femme qui a un crâne, en fait, c'est pas un museau, c'est un crâne, c'est une comment on appelle ça, mon père est chasseur aussi. Une trophée. En fait, elle a un trophée à la place de la tête. Donc, évidemment, ça fait penser à Bacon, qui s'identifie à la carcasse de l'animal, à l'animal mort, et voilà, tout cela. Bacon aussi, donc toutes ces choses, j'avais envie de renvoyer à ça. Évidemment, Graça Moraes s'intéresse à cet artiste, Francis Bacon, et lui-même à Paris quand elle y est. Est-ce qu'ils se sont rencontrés? Peut-être vous savez. En tout cas, tous les deux collectionnent des coupures de presse. L'atelier est plein de ces coupures de presse au sol chez Bacon, sur le mur chez Graça. Donc tous les deux font des espèces de collages, mêlent le mythe, donc l'un à travers la lecture d'Eschyle, mythe et tradition, et tout se mêle au sein de ces compositions, donc locales et l'universel. La couleur rouge prédominante aussi chez les expressionnistes allemands, chez Bacon, donc rouge en feu. Ici, on a l'impression que c'est un paysage en feu, en fait, un paysage qui brûle, donc peut-être en raison du changement climatique. Donc tout se mêle, en fait, les migrants peut-être. Et donc cette femme chèvre, elle apparaît, elle nous regarde à travers cette cavité profonde. Donc elle aide, elle accourt à l'aide. Pour moi, elle a quelque chose de chamanique, en fait. Elle alerte, elle alerte, elle sauve, elle cherche à sauver l'humanité. Et ce que Graça cherche à faire, en fait, dans ses peintures, c'est pour ça que je me dis, elle s'identifie aussi à cet être qui est au centre de la toile. Donc, on dirait qu'elle porte un enfant mort qui est couvert par ça m'appelle Schiller, je sais pas, c'est assez choquant cette image. Il y a aussi une personne sans visage, donc ces têtes sans visage aussi sont assez effrayantes, qui est au sol devant, avec une tête rouge. Et évidemment, c'est cette femme vêtue de façon traditionnelle, mais qui semble absent, donc qui subissent, en fait, ces gens subissent. Et donc, cette chèvre-là, elle accourt, elle aide. Donc, elle crée, en fait, en tant que personnage hybride, donc cet être chèvre, qui rattache et mêle l'univers étranger au contexte originel de l'artiste, ce qu'elle fait au moyen du collage, en fait, Graça Moraes. Donc, elle lie donc l'univers étranger à ce paysage primordial, c'est peut-être inspiré de Tras os Montes. Donc elle crée un lien d'intimité et d'empathie avec le spectateur aussi, l'introduisant au conflit du monde. Donc on la regarde, elle nous regarde et on est touché, on est vraiment très touché, comme on est touché par les corps de Francis Bacon, en fait, ces carcasses. Et donc c'est la mort qui nous regarde aussi un peu. Donc, figure de référence, elle est présente sur le champ de bataille des conflits internationaux de notre temps, qui se joue dans des paysages aux accents primordiaux, rappelant le paysage portugais familier de l'artiste, évoquant le folklore local, les traditions. Donc, à l'image de Lop de Max Ernst, c'est l'alter ego de Graça Moraes qui nous introduit dans la scène. Donc, avec ses œuvres, l'artiste qui voyage beaucoup et collectionne les coupures de presse qu'elle utilise dans les collages peints ou collages mentaux. Donc, Max Ernst disait il ne faut pas de la colle pour faire un collage. Elle cherche à élargir le contexte local en visant l'universel. Il y avait une très jolie citation au début, mais je ne l'ai pas en tête à ce sujet. Donc, ainsi, les grandes compositions de Graça Moraes qui captent les tragédies historiques dans les scènes d'ambiance énigmatique sont-elles marquées par la présence de femmes chèvres. Elles accourent au secours des victimes de scènes de violence dont les têtes hybrides sont également couronnées de bois parfois. Donc, pas seulement la femme peut devenir animale.
ambiance, voilà, un feu bordé, je laisse un peu ça. Donc cette femme chèvre, elle nous interroge, elle porte un regard à la fois inquiet, interrogeant et accusateur sur le spectateur. Donc il y a cette frontalité aussi. Donc la mise en avant aussi de sa poitrine, un jeu de couleurs, le rouge autour, elle est vert ici. La poitrine, on voit que c'est une femme, que ce n'est pas un homme là qui aide. Donc la force féminine qui est aussi très importante dans l'œuvre de Graça Moraes et pour l'artiste elle-même. Donc je vous ai montré donc ces autres œuvres d'artistes. Donc peut-être donc Max Beckmann, donc Si Guernica, donc au même titre que Graça Moraes, Max Beckmann assimile hommes et animaux au sein de ses peintures qui évoquent des conflits de son époque, les deux grandes guerres. Ainsi, le chat, chez Beckmann, est généralement doté d'un pouvoir visionnaire. On connaît l'autoportrait comme clown qui a même inspiré Francis Bacon. Le poisson, parfois assimilé au corps de femme, il renvoie à l'espoir et à la liberté. Donc Guernica, c'est un tableau à la fois politique et historique. C'était pour Picasso une arme offensive et défensive contre l'ennemi. Et donc, Max Beckmann, il avait comme objectif d'exulter le mal de la société en peignant des scènes cruelles, énigmatiques, illustrant des grandes tragédies de son temps, inspirées des faits réels, de la mythologie et de la religion chrétienne, mêlant animaux et humains, êtres humains hybrides. C'est vraiment, Max Beckmann, ce travail, ça me rappelle beaucoup le travail de Graça Moraes. C'est très proche. Voilà, par la couleur, par aussi l'objectif en fait. Donc cette volonté de guérir le monde par le biais de l'art, en témoignant et en alertant par une imagerie expressionniste, est aussi un des objectifs de Graça Moraes. Donc après j'avais fait un lien, mais c'est vraiment rapide parce que je voulais venir aussi à une autre époque. Donc voilà, c'est cette idée du chaman, du Christ, du chaman, donc cet être ambigu, donc corné. Avec des bois, décoré des bois. Picasso aussi, la chèvre est assez présente dans son œuvre. Et voilà. Donc là encore, donc au centre. Donc chez Max Ernst aussi, l'Europe après la pluie, on ne voit pas très bien, mais 1942, et l'Op-Lop, où je ne sais pas, un homme-oiseau est au centre à côté d'un totem. Donc aussi une peinture, voilà, pour dire voilà, qu'est-ce qui se passe, pour alerter, pour mettre les gens devant les faits, pour témoignage de l'époque, au même titre que les peintures de Graça Moraes. Et cette figure de l'Op-Lop, de l'homme-oiseau, apparaît aussi au milieu de cette peinture. C'est l'Europe après la pluie 2, pardon, il y avait une autre Europe après la pluie 1. Donc les parallèles, évidemment, stylistiques. Donc il y a un intérêt de Graça Moraes pour Picasso, pour Francis Bacon, et notamment, donc, je pense que Jeannette, elle avait parlé aussi de Goya dans un texte. Donc cette bouche entre-ouverte qui tente à pousser un cri, cet être entre deux, dont parlait Jeannette tout à l'heure aussi, entre vie et mort, voilà, entre deux stades, en devenir, ni l'un ni l'autre. Donc ce sont aussi j'étais pendant des semaines dans l'expo pour la présenter. J'ai trouvé il faut que je regarde mon texte. Donc Bacon, il utilisait les animaux pour dénaturer les visages humains trop ressemblants, mettait les visages humains en mouvement, et donc il voulait ôter cette ressemblance trop figée. Donc on a ça aussi dans la façon de dessiner de Graça Moraes, beaucoup de lignes, tout ça très nerveux, c'est aussi très proche de le dessin, ça peut être plus proche même d'un autre artiste de cette époque de Giacometti, donc Giacometti, le primitivisme dur. En tout cas, dans les grandes triptyques, ce que je disais tout à l'heure, du peintre britannique, se mêlent l'histoire, la religion et la mythologie, grâce à ses lectures de la tragédie grecque, notamment Échille. Et donc les deux, Bacon et Moraes, ont cette volonté de universalité. Ils sont consacrés à la peinture de l'horreur, même s'ils veulent montrer aussi la beauté du monde. Donc les coupures de presse. Ils veulent rendre les réels encore plus palpables, plus vrais, grâce à la peinture, grâce à la couleur. Donc cette peinture rouge dégoulinante qui apparaît beaucoup chez Bacon, beaucoup chez Graça Moraes aussi.
Donc, ça renvoie à la souffrance en général, au sang versé, à la douleur, aux catastrophes climatiques, au feu de la forêt. Donc, cette peinture rouge, donc Bacon était un peintre des ambiances. Donc, une peinture tout rouge, pour lui, ça évoquait beaucoup de choses. Les furies, voilà, je retrouve ça, donc, issu de la tragédie d'Eschyle. Donc, les furies sont aussi des êtres entre femmes et animaux, des bestiaires effrayants qui peuplent les peintures de Bacon. Donc, et à gauche, on voit qu'il y a des parallèles, il y a une inspiration. Et donc, Bacon, aussi les carcasses, l'os, la chair, tout ça, l'homme en souffrance, et aussi ce travail avec les références de l'histoire contemporaine, et vraiment aussi l'histoire. Hein, ça pourrait être le traité de Versailles, ça peut être politique. L'œuvre de Bacon est aussi politique, au même titre que l'œuvre de Graça Moraes. Et toujours au centre, donc, l'homme comme animal blessé. Donc, voilà, donc je passe à autre chose. Oui, donc il y a cette femme animale aussi, je voulais la rattacher un petit peu aussi à une autre époque, à l'époque des années 60, 70, où pas mal d'artistes, mais partout dans le monde, ont ce besoin de réaffirmer les liens avec la terre. Donc, une artiste, donc il y a Joseph Beuys, évidemment, et donc, comme je disais tout à l'heure, il y a Giuseppe Pennone, l'histoire avec les arbres, avec sa terre natale, qui est Garesse au petit village, qui célèbre dans ses œuvres les années 68-69. Et on trouve ça, par exemple, Rich Long, le marcheur, il marche que à travers son paysage en cercle, à travers de Dartmoor, c'est son paysage natal. Ces artistes, Alan Sonfist aux États-Unis, nous parlent de ses arbres, de son enfance. Donc ce retour à l'enfance, et dans ce retour à l'enfance, au paysage primordial, à une nature encore vierge, cette envie de s'enraciner dans cette nature, il y a aussi le devenir animal. Donc cette idée de réhumaniser l'homme grâce à un transfert animal, et donc cette référence au chaman, référence évidemment à Antonio Artaud, à Bataille et tout ça. Giacometti, je vais faire très vite, mais c'est juste, je sais que j'ai dépassé. Voilà. Donc c'est très primitivisme dur dont parle. Je trouvais ça intéressant de cette œuvre qu'on voit toujours sur le Pompidou, cette femme égorgée de Giacometti. Aussi un collage en fait, Jacques Léventreur, une petit texte de Jacques Léventreur. Et donc cette femme entre plantes, entre squelettes, en train de mourir, entre deux. Je dois arrêter, c'est ça? Bon, je montre juste, voulais encore, c'est peut-être une ouverture en fait, avec cet artiste, le lien entre Graça et Moraes. Les deux sont nés en 48, la même année. Malheureusement, Ana Mendieta, elle est plus en vie, elle est décédée, elle était assassinée probablement. Et donc Ana Mendieta, toute sa vie durant, elle était exilée, artiste cubaine, exilée aux États-Unis. Toute sa vie durant, elle a cherché à se rattacher à sa terre natale, et donc en célébrant le folklore. Et donc elle a fait aussi, comme Graça Moraes, elle a fait de l'ethnologie en fait. Elle s'est intéressée à l'ethnologie. C'est ça en fait le primitivisme dur, le deuxième primitivisme contemporain. Donc c'est une prolongation qui n'a plus rien à voir avec le premier primitivisme, parce que les artistes s'intéressent à l'anthropologie, s'intéressent à Lévi-Strauss, s'intéressent à d'autres civilisations, et en même temps il y a toujours ce lien avec la terre natale. Et donc voilà, Ana Mendieta, c'était un mélange de voilà, là, elle est au Mexique. Au Mexique, elle a trouvé une terre qui est un peu comme la sienne. Et tout ce que dit Ana Mendieta, je trouve que c'est vraiment presque, on dirait que c'est la même chose que dit Graça Moraes. C'est tellement, vraiment, quand je prends les citations, ce sont presque les mêmes phrases, sauf que bon, elle est exilée, mais il y a toujours cette volonté de s'enraciner et de revenir, et de se plonger dans les eaux, et de voilà, tous ces rituels. Je me suis jetée dans les éléments réels qui m'ont engendré, utilisant la vraie terre comme ma toile et mon âme comme mes outils. Je trouve qu'elle est vraiment, je sais pas, les deux sont très proches. Et bon, je parlerai plus de Boris. Non, mais juste voilà, pour mettre en parallèle un peu ces artistes, donc être plongé, donc être immergé, donc à référence au rituel et tout ça. Donc c'est quelque chose de très présent à ces époques, 70, 80, dans plusieurs pays,
Mais c'est un travail très intime que chaque artiste fait un peu pour soi dans son coin. C'est pour ça peut-être aussi que grâce à elle est encore ancrée en quelque sorte. Ça, voilà. Merci Christina. Donc, alors, selon la proposition donc, d'Égide, nous disposons à peu près d'une dizaine de minutes pour un débat, pour prolonger en fait à la fois cette contextualisation merveilleuse que vous avez fait Christina et vous, Jeannette, qui avez évoqué aussi ce rapport à la fois au rituel, cette question en fait de cette métamorphose qui va au-delà simplement de l'homme et de l'animal, mais comme vous avez aussi évoqué, entre le vivant ou le survivant, le revenant éventuellement, la notion de survivance qui m'est venue à l'esprit. Mais je laisse d'abord donc au public si vous avez des questions, déjà pour lancer, pour ouvrir le débat. Oui, allez-y. Non, on t'entend mal. Il faut parler plus fort. Ouais. C'est pas vraiment une question, c'est une observation. J'avais envie d'écouter votre retour, parce que vous ne connaissez pas Grace Moraes. Merci de nous nourrir comme ça. J'avais envie ça me questionne sur, puisque vous êtes inscrit sous le sceau, sous le joug des métamorphoses quotidiennes, si tant est que ces métamorphoses, elles sont un monde mutant et en perpétuel changement et fluide, et qu'elle nous propose une utopie future, je pense que c'est comme ça qu'on peut le concevoir. Comment vous concevez, après tout ça, parce que dans la métamorphose, moi j'y vois Shakespeare, vous voyez l'histoire de l'art, moi j'y vois l'histoire des formes. Dans La Nuit des Rois, lorsque Shakespeare dit que nous sommes peut-être de 1000 formes, c'est justement la nuit du carnaval, tout le monde devient beau, mais un carnaval sauvage. Il y a un bruit bizarre. Mais c'est parce que ça Comment lire les métamorphoses Alors, comment lire les métamorphoses aujourd'hui? Jeannette, peut-être pour commencer. En fait, j'avais fait une exposition qui s'appelait Paysage anthropomorphe, enfin, cette question des 4 éléments dont l'homme est constitué, ici en Europe 4, qui montre justement son appartenance à l'environnement, à la planète, enfin, dont il fait partie. Donc les métamorphoses, pour moi, s'inscrivent dans ce cycle que l'homme fait partie. Et donc, tandis qu'aujourd'hui, la question que je creusais à cause ce détail des cornes, c'est beaucoup plus la question, en fait, après qui m'est venue, la question du sacrifice dont elle parle, de la Sibylle, les sacrifices, et de quel sacrifice aujourd'hui, quel est le sacrifice auquel on assiste, qu'est-ce qui se passe de manière quasiment prophétique. Donc, pour moi, aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans cette question-là que je pose. Vous avez... Rien à dire de particulier de plus. D'autres questions? Vous posez des questions pour Grace? Non, c'est pour après. C'est pour après, éventuellement, oui. Moi, éventuellement intervenir, parce que ce matin, on a eu beaucoup de débats entre nous par rapport à ce matin. Je sais qu'il y avait quelques questions. On peut ouvrir un petit peu le débat si vous souhaitez. Moi, j'ai une curiosité par rapport à Orthodix, parce que c'est vrai que quand j'ai commencé, moi j'ai découvert aussi l'œuvre de Grace, grâce justement à l'invitation d'Égide. Vous avez beaucoup parlé d'Orthodix de Beckmann. Hein. Si vous parlez un peu plus d'Orthodix, en fait, quel rapport vous voyez en fait, parce que moi je voyais aussi dans ces masques à gaz en fait qu'on retrouve beaucoup chez Orthodix. Je ne sais pas si vous avez eu cette impression également. Oui. Ben, en fait, Otto Dix et Max Beckmann, ce sont des peintres allemands qui étaient des peintres d'histoire, en fait, qui ont peint sur les champs de bataille et qui ont montré en direct, en fait, ce qui se passait. Et après, chez eux, ils ont fait des grandes compositions à l'huile. Avant, c'était des dessins sur les champs de bataille. Ben, après, c'était un peu plus un amalgame. Pardon. Après, c'était un peu aussi un collage, en quelque sorte, des moments vécus, des vrais moments vécus. Et après, ils ont rendu ça plus violent, encore plus touchant, grâce à la peinture. Justement, une peinture aussi avec des couleurs très vives, un univers très saturé de la couleur.
Et donc ces artistes, donc assez tôt, donc ils ont vu, et encore ils sont allés, la plupart des gens sont allés avec beaucoup d'engouement dans la Première Guerre mondiale, mais très vite ils sont déchantés et ils ont dû retourner quand même, traumatisés, et donc ils ont commencé à peindre, à dessiner. Vous connaissez le autoportrait comme clown ou Max Beckmann. Ça d'ailleurs, j'ai vu, comme je ne savais pas, ça inspiré dans un triptyque Francis Bacon. J'ai vu ça par hasard hier, donc où il se montre comme le Christ, comme un martyr. Et donc on voit, voilà, il y a toutes ces histoires de masques aussi chez ces artistes. Et donc voilà, c'était des grands peintres d'histoire. Ils ont essayé d'alerter en fait les gens, l'humanité. Et je pense que grâce à Moraes, c'est un peu ça, en fait. Elle dit, voilà, elle, c'est grâce à la télévision et à ses voyages, donc on n'a pas besoin même de télévision. Quand on est dans une grande ville, on voit qu'il y a des réfugiés, il faut sortir juste dans le nord de Paris, et donc on voit la misère sous les ponts à Paris, pas besoin de voyager beaucoup. Et voilà, donc je pense qu'elle alerte. Elle dit, si on ne fait rien, bah, ça finira mal, au même titre que ces artistes, qui étaient considérés comme des artistes dégénérés, après qui ont dû fuir. Donc Max Beckmann, il a fui en Hollande, et donc ils étaient destitués de la position de professeur. Donc Otto Dix, c'était l'immigration intérieure, il a perdu son poste. Et voilà, mais il a continué à peindre justement ce genre de peinture où il continue d'alerter. Donc après, il fallait qu'ils cachent leur peinture. Donc grâce à ça, elle peut les montrer. Mais c'est vraiment de montrer vraiment la peinture donne la possibilité, c'est écrit dans beaucoup de textes aussi sur Graça Moraes, de souligner, de rendre encore plus fort ce qu'on voit à la télé, aussi dans les journaux. Tout est en noir et blanc dans les quotidiens, donc on regarde rapidement. Et dans l'art, justement, on a le moyen de rendre les choses plus vraies encore, plus présentes encore, plus touchantes. Et ça, justement, aussi le parallèle avec Max Beckmann, oui, Max Beckmann ou avec Dix, avec les trois, en fait. Avec les trois, avec les trois, oui, pour Bacon, c'est aussi la couleur, le corps, donc touché directement par la présence et ce travail, oui, ce travail un peu similaire d'accumuler des images, en fait, et de se cultiver, voilà. Jeannette, oui. Moi, je dirais ce qui est touchant, pourquoi l'œuvre de Graça Moraes nous touche, hein, c'est que d'une part, on parle de tous ces êtres hybrides qui nous interpellent, mais après, il y a ces paysages merveilleux, incroyables, souvent dans des couleurs de crépuscule. Et donc, il y a cette entre-deux, cette dichotomie entre les êtres, des passants, et ces paysages cosmiques. Et je pense que c'est ça qui crée, qui caractérise son œuvre. Et justement, plus que dans l'entre-deux, moi, ça m'avait fait penser même à la notion d'entre. On va au-delà de l'entre-deux, on va dans cet entre. Et je ne sais pas si vous avez aussi remarqué, parce que m'a beaucoup frappé, l'autoportrait de cette femme, en fait, chèvre, qui est entre la vie et la mort. Si vous avez remarqué, parce que c'est une question à laquelle j'allais vous poser, la notion de la survivance. La notion de survivance, voilà. Totalement. Mais c'est entre deux, cette femme qui plonge dans l'eau ou qui sort. C'est entre deux, cette ambiguïté qu'on trouve même dans Michel-Ange dans le Jugement dernier, et qui est le libre arbitre, ou cette scène où il y a un ange suspendu qui est aussi comme une scène de balance, la croix qui est comme une balance. On ne sait pas. Ça crée une tension. Est-ce que c'est la vie? Est-ce que c'est la mort? C'est notre choix aussi. Et c'est ça qui crée la richesse. Justement, c'est entre-deux. D'autres questions? Parce que ça, on va parler pas que entre nous. Oui, tout est en devenir. De la surveillance, ça vient de devenir. Vous pouvez prendre aussi le terme de métamorphose. Hein. Tout est en devenir, métamorphose. Après, ça fait plus chic de parler de devenir et de Deleuze. Entre deux, un état entre deux, que les métamorphoses, c'est quand même quelque chose de précis, lié au corps de femme et tout ça. Donc, on est un peu sorti de ça. Mais tout est en devenir, je trouve ça. C'est devenir animal, devenir végétal, devenir paysage, se transformer sans cesse. Et entre vie et mort, en fait. Et la question, ce que tout le monde a dit, le rituel aussi. Voilà. Et les rituels, en fait, le son du rituel, il est omniprésent.
là aussi le lien de Mendieta. Donc quand Jeannette elle a montré, je ne connaissais pas cette peinture parce que Jeannette elle connaît beaucoup mieux, mais cette peinture où la mère dépaisse c'était quoi, un animal au début, c'était un oiseau je crois, non? C'était, je ne sais plus. Oui, voilà. Et donc Anna Mendieta elle fait des performances inspirées de la Santeria, et donc où elle dépaisse un poulet, et donc elle est aussi... Ce qui est intéressant, en fait, d'une part, l'inspiration vient du réel, du monde réel, des traditions, et d'autre part, l'inspiration vient aussi de l'art, du monde de l'art. Donc, chez Graça Moraes, c'est d'une part les traditions, sa terre natale, les conflits, mais c'est aussi l'art. C'est Picasso, c'est Goya, c'est Bacon et tout ça. Et chez Anna Mendieta, c'est la même chose. Donc, elle est dans une école d'art, et après, bon, il y a le rapport avec sa terre. Et bizarrement, à cette époque, on s'intéresse à tout ce qui est archétypal, à tout ce qui est, voilà, qui est ancien, les anciennes coutumes. Et donc, elle commence à étudier ça aussi. Ça aussi, les artistes aujourd'hui, ils s'intéressent vraiment à l'anthropologie, à l'ethnologie, ils lisent, ils s'instruisent, et après, ça rentre aussi dans le travail. Et on le sent. C'est ça qui touche aussi chez Graça Moraes. Elle dit des choses sans interpréter, en fait. Voilà. Excusez-moi. Je voudrais juste... Oui, et Guido, je voudrais revenir parce que tu n'as pas pu parler tout à l'heure, parce qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée dans ce que tu as dit, et sur lequel nous sommes revenus, c'est cet ancrage, c'était d'autres qui l'ont dit aussi, cet ancrage dans son enfance, et dans une réalité de survie. Et c'est ma conclusion aujourd'hui, cette survie et ce savoir, c'est-à-dire d'égorger une bête pour pouvoir en vivre. Et ça me semble au centre de l'œuvre de Graça. C'est pas seulement des métamorphoses, on devient ceci, cela, voilà. Non, cette œuvre nous touche par ce savoir ancestral qui s'inscrit après dans des rituels, des sacrifices, dans toutes ces histoires. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu es invité et j'ai dit, qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Parce que tu n'as pas pu parler ce matin. Vous savez, j'ai grandi à la campagne, donc le sacrifice du cochon, je l'ai connu aussi. Donc ça fait partie aussi de ces traumas d'enfance. Et je suis persuadée, vraiment, et c'est Graça qui le dit, que si elle n'était pas née là où elle est née, elle ne serait pas ce qu'elle est devenue. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté ce matin sur l'importance de l'enfance comme un lieu de toutes les créations. Et je suis vraiment, quand on regarde, et j'ai beaucoup travaillé sur sa dernière série, la série dont vous parlez, et puis là, pour cette fois-ci, j'ai eu vraiment ce besoin de revenir aux œuvres des années 80, parce que c'est ça qui m'a happée aussi. C'est comment est-ce que cette femme qui vient de Trás-os-Montes, qui parle de ces rituels dont on n'en parle pas du tout dans les grandes villes, comment est-ce qu'elle vient avec tout ce bagage culturel, avec cette sagesse, ce savoir aussi, et comment est-ce qu'elle arrive de ce petit village de Vieiro, elle va étudier à Porto, ensuite elle s'installe à Lisbonne, de Lisbonne elle voyage, bon évidemment j'ai aussi parlé de ces 2 années au Mozambique, et comment est-ce qu'elle ramène avec elle tout ce savoir aussi, et qu'est-ce qu'elle en fait de ce savoir? Donc vous l'avez tous et toutes très justement dit, c'est qu'elle voyage avec ces femmes, elle voyage avec ces femmes, avec le savoir de ces personnes pour la plupart, les Esmerias notamment, et Joanne en dira beaucoup plus que moi, qui ne savent pas ni lire ni écrire, mais elles savent lire le monde. Et ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes qui ont rendu aussi bien hommage à ces personnes sans voix. Et c'est pour ça que ce matin, aussi dans ce que j'ai raconté, j'étais un peu militante, parce que je pense que Graça est une femme qui ne fait pas de la politique, mais qui est certainement l'artiste la plus politisée des artistes. Puisqu'elle vient... Alors, et c'est très beau aussi de la façon dont vous avez aussi analysé tous les visages qu'elle porte. Parce que je pense qu'elle aussi, elle porte... Alors, je ne sais pas si c'est le mot le plus juste en français, mais un fardeau. Elle porte cette énorme responsabilité d'être la voix de ces femmes qui n'ont pas de voix. Et ces femmes qu'avant n'avaient même pas le droit d'exister. Donc elle est aussi une artiste en exil en quelque sorte, l'exil de sa terre, et elle n'a jamais oublié d'où elle vient.
Et pour revenir au cochon, je pense que tu vois très juste quand tu parles aussi de ce sacrifice et que je ne pense pas que ça soit une métamorphose. Moi, je vois vraiment un parcours d'initiation, peut-être par une déformation africaine, mais une fois, quand tu es petit, tu n'as peut-être jamais vu le moment aussi où on tue le cochon, mais quand tu es petit, tu ne peux plus jamais oublier ce moment, plus jamais. Et tout ce qui est autour de ce rituel, de cette fête, Bon, tu vois, à chaque fois que je regarde ces tableaux, à chaque fois que je vois aussi, que je lis Christine Wesselwisch, Sigil, je ne sais pas si tu as lu les traductions. Toi, Christine, maintenant, je crois que tu es partie pour plusieurs années d'études de Graça Moraes et je suis très contente. Leonard, je pense qu'il y a des choses qui germent, ça va venir. Et qu'on voit à quel point est-ce que ce sacrifice, en fait, cette grâce, elle a cette analogie entre l'humain et l'animal, mais il n'y a plus de frontières. Nous sommes... Ça me semble extrêmement important aujourd'hui où c'est la question de bien manger. Et grâce, ça nous ramène à quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire pour manger, il faut être chasseur pour survivre. Donc on est quelque chose d'archaïque et extrêmement archaïque. Et tu vois, par rapport à ce que tu dis, je pense que c'est aussi ça qui nous met, enfin nous tous ici qui partageons ce lien avec la Terre, c'est que grâce, elle nous renvoie vers nos propres peurs. Bon, c'est comme ça que je le vois. Je sais pas, nous avons des peintres aussi dans la salle, peut-être qu'ils ont d'autres avis. Et lorsqu'on regarde ces peintures, on regarde aussi ses propres instincts. Bon, et je vois Mathilde Techel qui est dans la salle, qui a, en quelque sorte, été aussi mon enseignante d'histoire de l'art. Donc, peut-être qui a aussi grandi dans ces terres. Moi, j'ai connu Graça Moraes quand j'avais 7 ans. On a été à la même école. Je connais son village, j'ai connu ses grands-parents. Donc, je porte aussi en moi ce monde. Et ce qui m'a beaucoup touchée dans ce que vous venez de dire, c'est que je suis émue, excusez-moi, mais dans notre région natale, il y avait encore, quand nous étions enfants, cette liaison avec les animaux, avec la survie dont vous avez parlé aussi, mais aussi avec l'Antiquité, avec la mythologie. Il suffit de voir les noms des gens. Il y en a qui s'appellent Hector, qui s'appellent Achille. Et il y avait tous ces rituels de l'hospitalité et tout cela. Donc j'ai beaucoup apprécié votre exposition parce que vous l'avez rattachée à d'autres grands artistes. Et je pense qu'il faudrait aussi voir d'autres artistes portugaises comme Paula Rego ou des écrivains comme Miguel Torga qui ont aussi fait de l'art avec cette culture et avec ces façons de vivre qui existent toujours. Mon père était chasseur. Non, ce que disait, non, c'est très touchant. Mais c'est vrai que, non, mais moi, je pense qu'elle mérite une place comme ça, comme ces artistes-là, parce que son univers, c'est immense, c'est immense. Je veux dire, on a quelques petits catalogues, mais après, ça devient plus. C'est immense. Elle a un certain âge, elle travaille. Donc, oui, il faut qu'elle s'inscrit dans ce panthéon des grands artistes. Et c'est artiste politique, d'histoire. Oui, il y a beaucoup par rapport aux femmes aussi. Je pense que le rôle de la femme, elle met vraiment en avant. Ça me touche aussi beaucoup. Donc, et c'est vrai qu'elle nous ramène aussi à nos origines, en fait, chacun. Enfin, je suis pas au Portugal, mais moi, j'ai grandi dans la forêt en Allemagne. Mon père était chasseur, donc j'ai pas vu le cochon tué, mais le lapin dépecé, des choses comme ça. Le sanglier, des choses comme ça. Ouais. Dans une culture, mais
Oui, elle est universelle. Oui, c'est ça. C'est totalement universel. Ouais. Mais c'est très intéressant de... J'ai pas eu le temps de la mettre encore plus en rapport avec Anna Menjeta. Mais Anna Menjeta, c'est aussi une femme. Elle est devenue célèbre. Bon, au-delà de sa mort, en fait, elle était tuée, poussée par la fenêtre par son mari, qui est un grand artiste, Karl André, qui n'a pas fait la prison. Il s'est acquitté 3 fois. C'est quand même très étonnant. Donc, il est plus âgé qu'elle. Et elle est morte à l'âge de 40, quelque chose comme ça. Donc, même pas, je ne sais plus, elle est morte très jeune. Et c'est vraiment dommage. Et elle est devenue célèbre, peut-être. Après, il n'y avait jamais une œuvre d'Anna Menjeta au Museum of Modern Art de New York. Et dans les années 90, les femmes sont venues demander avec des affiches « Where's Anna Menjeta ?» Où est cette femme, en fait, qui nous parle du monde, qui nous parle de beaucoup de choses, en fait. Et il y avait juste... Oui, son ex-mari, donc Karl André, ses cubes, ses œuvres abstraites étaient archi présentes. Et c'est toujours un peu aujourd'hui, c'est ça aussi la place des femmes dans les musées, dans le monde de l'art, quelqu'un l'a dit au début. Je travaillais donc 20 ans au Centre Pompidou, donc on a fait un peu des efforts, mais pendant très longtemps, il n'y avait que 2% d'œuvres de femmes exposées. Et après, avec l'étage contemporain, on s'est un peu rattrapé, on a fait des expositions monographiques, on a Annette Messager, voilà, Niki de Saint-Paul, tous les grands artistes, mais pourquoi pas grâce à Moraes. Mais c'est vrai que les femmes sont vraiment toujours oubliées dans l'histoire de l'art. C'est pour ça que c'est plus difficile encore pour une femme portugaise que pour un homme portugais. On va peut-être donc clore cette session, je ne sais pas, ou on peut encore parler, c'est toi qui... Je vis un peu à l'africaine, par rapport au temps. Mais justement, par rapport à ce que vous voulez dire, je pense à la conférence de ce matin de Professeur Eduardo qui m'a surpris aussi en faisant tous ces parallèles avec Saint-Denis, des Saintes et Graça Moraes. Je pense aussi à ce qui a été dit par Professeur Burgado Valtrush sur a arte o que transforma a sociedade. Et aussi à quel point est-ce que finalement l'œuvre de Graça devient si universelle et si politique. Bon, on pourrait en parler encore longtemps et je pense que c'est un premier... je crois que ça va être une rencontre qui va donner origine à plusieurs rencontres. Et je ne l'ai pas dit au début, mais tous ces textes, bon, vous savez, seront publiés. Donc, Monsieur le Ministre, sachez que nous allons publier ces textes. J'espère avoir le vôtre aussi. C'est important. L'année prochaine aussi, dans le cadre du centre de recherche, nous allons faire une journée sur les femmes, notamment les femmes oubliées à Paris. Et peut-être que nous allons passer à la dernière partie.